Eh bien le bonjour, et bienvenue dans ce live du 1er janvier 2025. Eh, bonne année, hein. J'espère que vous allez bien, en tout cas je vous souhaite une très bonne année, une très joyeuse année 2025, que tous vos rêves se réalisent bien sûr. Bien sûr, j'espère que vous allez bien. Bonne année Anne, bonne année, merci pour le 3e mois. Bonne année Uli, merci beaucoup pour le 8e mois. Bonne année Terry, merci beaucoup pour les 6 prochains mois, pour la confiance pour les 6 prochains mois. Les 6 prochains mois de 2025, la nouvelle année, bonne année. Merci beaucoup moi ce Wiz pour le 16e mois de sub, bonne année à toi. Merci beaucoup Nico pour le 20e mois, bonne année également. Merci beaucoup, merci Iti pour le 2e mois de sub, bonne année. Merci Loxzerou pour le 16e mois, bonne année à toi Loxzerou également. Merci beaucoup Thiolas pour le 14e mois, ça va être très long. Merci Thiolas pour le 14e mois. Bonne année à toi également Thiolas. Merci beaucoup Ghost pour le 4e mois. Bonne année Ghost. Merci beaucoup Black Lotus pour le 18e mois de sub. 18e mois, 18 mois de bonne année tout simplement en fait. Merci Pagnolabo pour le 21e mois et bonne année Pagnolabo. Bienvenue dans la nouvelle année. Merci beaucoup El du Gongo. Merci beaucoup pour les combien? C'était hier. Mais merci beaucoup pour les 10 subgifts. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup et merci Valorant également. Bonne année Valorant bien sûr. Bonne année Valorant. Merci Sam Fumi, merci. Et double bonne année à toi pour les 2 subgifts, merci beaucoup. Merci Snow pour l'année de sub, bonne année à toi Snow. Merci beaucoup L'Enfeuse pour les 7e mois, merci beaucoup. Et bonne année à toi L'Enfeuse, merci beaucoup. Kiki le Champi pour le 3e mois de Prime, merci beaucoup. Et bonne année à toi le Champi, merci beaucoup. Merci Moteur pour les combien. Pour les 5 subgifts, merci beaucoup. Une quintuple, c'est bien ça le terme, un quintuple. Bonne année à toi, Moteur. Merci beaucoup. Merci Valo qui a rajouté une petite couche, merci beaucoup. Merci Uli, merci beaucoup pour le 8e mois. Merci beaucoup VHS, Lucifer pour le 63e mois, le puits de dôme. 63. Pardon. Je suis un peu excitée. Excusez-moi. Je suis un peu excitée. Je sais pas ce qui se passe. Merci beaucoup VHS pour le 63e mois, merci beaucoup, bonne année VHS, bonne année. Merci beaucoup le Cubesco, merci beaucoup pour le... C'est ça? Le Cubson, pardon, merci beaucoup pour le 21e mois, merci beaucoup, bonne année à toi, merci beaucoup le Mondoni pour le 16e mois, bonne année, merci beaucoup, et bon courage pour les messages de resub, merci beaucoup Sam Fumi pour les 2 subgifts, double bonne année à toi, merci beaucoup, merci Snow pour l'année de sub, je l'avais déjà souhaité bonne année, toi, il le faut en laisser pour les autres, merci beaucoup Fils Gérald pour le subgift, merci beaucoup, bonne année à toi, merci beaucoup Kratil pour le 50e mois, merci beaucoup, bonne année à toi, merci Lavandous pour le 27e mois, merci beaucoup, bonne année à toi, merci beaucoup Zalolo, merci beaucoup pour le 8e mois, bonne année à toi, merci Nina votre mouton pour le 41e mois, merci beaucoup, bonne année à toi, merci beaucoup Bloody Canary pour le subgift, merci beaucoup et bonne année à toi. Merci Canne à sucre, merci beaucoup pour les combien? Pour les 5 subgifts, merci beaucoup, bonne année à toi. Bonne année à vous, hein, surtout, hein. Bonne année 2025 bien sûr, qu'on ne confonde pas. Ah, j'ai pas précisé, oui, bonne année 2025 parce que 2024 est terminé. Faut tout que je recommence. Merci beaucoup Corwin pour le 8e mois de Prime, merci beaucoup et bonne année 2025 à toi. Je suis un peu excitée, pardon, excusez-moi, je suis chiante. Merci beaucoup. Merci Kindren pour le 4e mois, merci beaucoup. Bonne année à toi, merci beaucoup. Bonne année 2025. Ouais, j'ai un peu mes zoomies, je suis désolée. Bref, j'espère que vous allez bien. C'est une nouvelle année. J'ai fait mon petit bilan de l'année 2024 que je ne ferai pas parce que c'est extrêmement personnel. Je ne le ferai lire même pas à ma psy. Je le ferai lire mon bilan 2024. Donc c'est hors de question que j'en parle. Enfin, hormis ce qui est public pro, quoi, tu vois. Mais voilà. Donc je suis un peu en retard parce que bah, c'est un peu le genre de truc où quand t'es un peu lancé, t'as pas trop envie de t'arrêter. Donc voilà, c'était cool. Une année finalement... ni nulle ni bonne. Voilà. Ni nulle ni bonne, elle a eu le mérite d'être là, quoi. Voilà, c'est... Elle a fait acte de présence, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je sais plus. C'était une année mouif. Bah, c'était plus une année oui que mouif, mais c'était un peu mouif quand même, quoi. Voilà, 2024, au fait, a existé, quoi. Voilà, c'est un peu ça.
C'est un petit peu l'idée. Mais par contre, j'ai fait ma liste. Alors chaque année, je fais un bilan de mon année 2000, enfin l'année en cours. Je reprends même, alors moi je suis une toquée, c'est ce que j'expliquais hier, je suis une toquée des datas. Donc en fait, je reprends même ce qui s'est passé mois par mois, qui est-ce que j'ai vu, est-ce que je suis partie en week-end avec des potes, si oui, où, il y avait qui, etc. Qu'est-ce qu'on a fait, enfin voilà, c'est vraiment ce genre de niveau, tu vois. Bref, et chaque année, je fais aussi une liste d'objectifs. Alors c'est pas vraiment des résolutions, parce qu'en fait, l'idée, c'est pas, moi je suis pas dans une logique en mode, ah, en janvier, je prends une tonne de résolutions et je mets tout en place et après tu craches et t'en as marre, tu vois. Mais juste des petits objectifs que j'ai sur l'année, plus ou moins gros d'ailleurs. Et du coup, ma résolution 2025, la première, c'est pas de nouvelle addiction au compteur. Voilà. L'addiction, en 2025, j'arrête. Ouais. Ouais. Ouais, c'est mort. Maintenant, je fais que des trucs chiants et pas addictifs. Voilà. L'addiction, c'est non. Coucou Naka. Bonne année Naka. Bonne année 2025, attention, merci beaucoup. Merci Alexia pour le sub, bienvenue à toi la communauté, merci beaucoup. Bonne année à toi bien sûr. Merci Big Blue Sky pour le 40e mois de sub et bonne année Big Blue Sky, merci beaucoup. Merci Jade pour le sub, bienvenue à toi, bienvenue. Oh, quelle bonne décision, un 1er janvier de prendre un sub chez moi, là franchement c'est une très très bonne idée, mais bonne année 2025 à toi Jade. Merci beaucoup Asborg pour le 4e mois de Prime et bonne année à toi également Asborg 2025 bien sûr. Merci beaucoup. Donc c'est non à l'addiction, donc vu le titre de ce soir. Trouvez que j'ai une mauvaise diction? Pas d'addiction vidéoludique? Non. Valorant, c'est terminé, par exemple. C'est ici qu'on teste des drogues. Je suis vraiment... Faut vraiment que j'achète. Je pourrais acheter un grand imperméable en frais de société et que ce soit justifié. Et en fait, à chaque fois, je lancerai un stream de ce genre-là, je mettrai mon imperméable et je l'ouvrirai comme ça et ce serait un accessoire de stream. Passer en frais de société. Vous ouvrir mon grand imperméable avec toutes les drogues qu'il y a là. Mais non, je vous montrerai pas ma bite. Vous inquiétez pas. Je serai habillée sous cet imperméable. Mais non, si vous voulez voir des bits, il suffit de se connecter sur Twitter assez rapidement, vous allez tomber dessus, c'est bon. Merci beaucoup Benny pour le 22e mois de sub, merci beaucoup, merci Bouchon pour le 28e mois, merci beaucoup Lazo pour le 9e mois de sub, merci Simnico pour le 57e mois, merci beaucoup, bonne année à vous bien sûr, bonne année. Merci beaucoup Jovictu pour le merci beaucoup pour le Prime, bienvenue dans la communauté également, merci beaucoup. Merci la clé de ton cœur, merci beaucoup pour le 10e mois, merci Naruto pour le 14e mois, Alexia, merci beaucoup. Et merci Quiet Diami, merci beaucoup pour le 4e mois de sub. Bonne année à toi. Merci Justine pour le 25e mois. Bonne année, bonne année. Merci beaucoup Soadine pour le sub. Bienvenue à toi. Bonne année, bonne année, bonne année. Vous trouvez pas qu'il y a un truc... Attendez, pardon, je balance cette banalité à chaque début de stream de la début janvier. Vous trouvez pas ça trop chiant que... On a une convention sociale, je crois que c'est à peu près propre à la France d'ailleurs, où on a le droit de dire bonne année jusqu'à la fin du mois de janvier. Et quand t'es au 26 janvier et que les gens ils font « Ah, on s'est pas vu, bonne année !» Je suis en mode, oh, en fait, que tu le dises jusqu'au 3, 4, etc. et tout, pourquoi pas? Mais en vrai, au 26, il faut arrêter, c'est bon, stop. Non, non. Même fin février, non. Jamais vu ça? C'est vrai? Vous avez jamais vu de gens qui vous souhaitaient la bonne année à la toute fin du mois? Parce que techniquement, on peut souhaiter la bonne année jusqu'à la fin du mois de janvier? Ça vous est jamais arrivé? C'est comme si vous me disiez... genre d'interaction random qui est très courante, tu dis bonjour et la personne te répond bonsoir, tu vois, c'est à peu près le même niveau de fréquence, en fait. Il y a plein de gens qui ont dit non, non. Pour ça, je suis étonnée. Ça, c'est la génération non aussi. C'est vrai, je crois que c'est un petit peu plus un truc de vieux, ouais. Peut-être un peu plus. Merci beaucoup Neronk, merci beaucoup pour le sub, bienvenue à toi la communauté, merci beaucoup, je te serre la main, merci beaucoup pour ton sub, bienvenue à toi, bonne année à toi 2025, merci beaucoup The Duke of God, merci beaucoup pour les combien, pour les 5 subgifts, merci beaucoup, c'est très gentil, merci beaucoup, bonne année à toi bien sûr, merci, merci beaucoup Soadine pour le sub, bienvenue à toi dans la communauté, bonne année, je te serre la main aussi, bonne année 2025, bravo, 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 bravo. Ma hantise de demain, souhaiter bonne année aux collègues, pourquoi?
Pourquoi? Le 2, c'est ok. Non, franchement, moi j'estime que jusqu'au 6, 7, ok, pourquoi pas. Mais ensuite, il faut arrêter. Ensuite, c'est bon, les gens ont compris. Ça suffit. Après, c'est stop. Je viens de finir Céleste pour la première fois. 1149 morts et un peu plus de 7 heures de jeu. Bravo, JB. Bravo. Jusqu'à la galette. Oh, c'est quand la galette des rois? Attendez, excusez-moi. C'est quand la galette? Date. Le 6 janvier! Mais c'est bientôt! C'est demain! C'est quand on veut, Florence. Ah oui, c'est vrai! Oh, la galette! Oh, la frangipane! Oh, la frangipane qui arrive en légende dès ce dimanche, là! Oh là là! Et après, vous savez... Non, mais ça, c'est dans trop longtemps. On a regardé il y a pas si longtemps. La Chandler, c'est dans un mois après. On va peut-être faire des crêpes avant, quand même. Pourquoi attendre? Parce que la frangipane, c'est bon. Mais la frangipane, c'est d'autant plus bon que t'en manges pas souvent. Voyez? Mais j'ai envie de faire un... J'ai envie de faire un goûter. Je vais inviter mes amis pour faire un goûter galette des rois. En tout athéisme. Oh, j'ai envie de faire ça. Oh, on fait plus de goûter d'anniversaire, c'est un peu dommage. On peut venir? Non. Non. Vous allez pas enlever vos chaussures en arrivant, ça va me saouler. Merci à Radion pour le 8e mois de Prime. Merci beaucoup. Bienvenue à toi et bonne année 2025, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à Kina pour les 100 bits. Merci beaucoup. En tout athéisme, mais en total royalisme. Exactement. « 1500 paires de godasses sales dans l'appartement, c'est non. » Mais oui, ça me rend fou dès là, en avance. Le pire, c'est que je vais à vouloir passer l'aspirateur pour pas... En fait, je me suis fait cette réflexion hier quand j'ai... Vraiment, ma vie est tellement passionnante. J'ai voulu faire le nouvel an chez moi et je me suis fait cette réflexion. En fait, ça sert entre guillemets à rien de passer l'aspirateur parce que t'as plein de gens qui viennent chez toi, donc tu sais que tu vas devoir le repasser après. Mais si tu le passes pas, en fait, les gens vont pas se rendre compte que tu l'as passé, mais si tu l'as pas fait, ils vont s'en rendre compte. Donc là, 1500 paires de godasses, là, qui débarquent chez moi. Je vais passer l'aspirateur avant parce que vous allez vous rendre compte que j'ai pas passé l'aspirateur. Et après, il faudra que je le repasse. Non, c'est bon. 1500 fois, en plus de passages, là, de chaussures. Non, c'est bon. C'est bon. 4 passages de serpillière pour nettoyer vos gros pieds sales, là. Non, merci. On t'aide à ranger après la fête. Oui, on connaît ça. Oui, oui, bah oui. Oui, oui, bien sûr. 3000 panards chez moi, le paradis pour Oliver. Il a relevé la tête, Oliver. 1500 paires de pieds à la maison. Il a tourné la tête en tout cas. On ramène nos pantoufles. Ah bah minimum, ouais. Vous en pensez quoi Je me suis fait cette réflexion hier. Vraiment, j'ai des réflexions de trentenaire. Je connaissais des gens qui avaient des paires de Crocs et ceux qui dorment dans des refuges, qui font des randos sur plusieurs jours, etc. Vous voyez aussi de quoi je parle. T'as des Crocs qui sont à la disposition de tout le monde et les gens les mettent avec leurs chaussettes. Qu'est-ce qu'on en pense des gens qui mettent des Crocs pour les invités? C'est gentil ou c'est un peu crado? Sachant que normalement t'es censé être en chaussettes dedans et les Crocs c'est pas un truc qui macère ou ça sent, tu vois. C'est non? Non merci, on pense que non? Vraiment, vous êtes contre? Je brûle mes chaussettes après. C'est non, et toi, Florence? Bah, non, mais quelqu'un que tu connais bien, tu connais... En fait, tu connais l'hygiène de sa maison. Et tu sais que c'est quelqu'un qui est propre. Et qui va laver les Crocs régulièrement. C'est non. Oh, moi je trouvais ça un peu cool. Ok, bon bah d'accord, j'abandonne le projet, d'accord, très bien, j'abandonne le projet Crocs, super.
Je peux être en chaussettes? Non. Bah, des fois, quand il y a beaucoup de gens, c'est peut-être plus pratique qu'il y ait des... Je sais pas. Vite, Brass, annule la commande de 1500 crocs. Ok, et vous trouvez que mettre les refuges... Les crocs... Bon, est-ce que vous avez déjà fait des randos sur plusieurs jours avec un refuge? En fait, normalement, t'es pas censé marcher avec tes chaussures de rando dans les refuges, donc en fait, t'es obligé de te déchausser dans une salle spéciale et tu vas prendre des crocs. Vous trouvez ça crado aussi? Mettre le spray. Des crocs partagés. En fait, quand t'arrives, quand tu fais une rando sur plusieurs jours, tu es censé mettre les crocs qu'on te file au refuge. Et t'as des crocs qui sont classés par pointure, quoi. Donc t'as vraiment des crocs pour les enfants, comme des gens qui font du 46, ce genre de choses. Et t'as vraiment de tout. Si t'arrives un peu tard, que t'as pris un peu trop de temps, il est possible que t'aies pas exactement ta pointure, mais tu prends celle d'au-dessus, celle d'en dessous, tu te démerdes, tu vois. Bref. Et tout le monde fait ça. Et en fait, au début... quand je l'avais jamais fait de ma vie, je me disais, vas-y, j'ai pas envie de mettre mes pieds dans des crocs où je sais pas depuis combien de temps ils les ont pas lavés et tout ça. Et en fait, tu te rends compte que quand ça fait 8 heures que tu marches, que t'as quasiment pas été assis, et qu'on te file des crocs, t'en as rien à foutre qu'il y ait plein de gens qui aient mis leurs pieds dedans. T'es juste trop heureux d'enlever tes chaussures de rando. Donc en fait, ton niveau d'hygiène, ça baisse totalement. Et si vous faites « vous verrez !» Si un jour vous marchez pendant 8 heures avec un dénivelé de 800 mètres, je vous jure qu'à la fin vous ferez pas les fines bouches. Je vous le dis. Je vous le dis. Là, t'en as plus rien à foutre, hein. Je prends mes pantoufles, mais je crois que t'as des... Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a des refuges où t'es obligé de prendre les crocs... Je suis pas sûre. Vous savez, hein, ça compte, hein, ça prend de la place dans un sac, les crocs en plus. C'est pour ça que les gens prennent pas les leurs. genre la phase con pusher, incroyable. Non, je vois pas de quoi tu parles, Taka. Mais Florence, ça va? On t'a volé tes crocs hier pour que tu sois si remontée? Non, en plus, j'ai une amie qui m'a offert des chaussons hier, donc il y a une thématique. Mais c'est pas des crocs, c'est des petits chaussons avec un petit corgi dessus, donc je suis trop contente. Donc il y a une thématique chaussons, ouais. C'est vrai, depuis 24 heures, là, je suis dans ma chausson era. « 2025, l'année du panard, exactement. Attendez, je vais vous faire plaisir. Même 2025, ce sera l'année de la Oliver Cam. Hop là. Et ça vous déprime si je vous pose la question, genre, c'est quoi votre... Vous avez une envie en 2025, un truc qui se passe... Genre, ça peut ne pas être un truc huge, hein. Ça peut juste être... voilà. Non. Macron démission. Vous voulez pas un truc plus accessible? Genre moi, par exemple, dans la liste des choses que j'aimerais bien faire en 2025, c'est un truc que j'avais déjà fait en 2024. Je suis pas quelqu'un qui cuisine beaucoup, mais je cuisine de plus en plus et ça me remplit de joie, en vrai. J'aime beaucoup cette activité. Et genre, en petit objectif, je suis en mode, bah, au moins apprendre une nouvelle recette par mois, tu vois. Au moins. Un truc où, vas-y, où je me chauffe avec des aliments que j'ai peut-être pas l'habitude de consommer et vas-y, j'essaye un nouveau truc, tu vois. C'est pas le seul, mais c'est pas le plus gros effort du monde, mais genre je serais contente si j'y arrivais, tu vois. Macron démission ou faire du sport demain. En 2025, finir ma pile à lire. Ah non, mais c'est impossible ça. Non, Billy, je suis désolée, je veux pas tuer tes ambitions, mais le concept d'une pile à lire, c'est qu'elle n'est jamais... Tu vas jamais au bout de la pile à lire. C'est le concept même. Tu prends souvent plus d'envie de bouquins que de bouquins que tu vas effectivement lire. Donc la pile à lire, le concept même, c'est d'aide.
C'est comme être à jour à 100% dans ces machines. Genre, t'as vraiment rien du tout à nettoyer. Impossible. Impossible. Enfin, si vous y arrivez, grand respect à vous, mais moi, c'est pas mon cas. Il y a toujours un truc à nettoyer. Il y a toujours entre les draps, les serviettes, les torchons, le plaid, le panier du chien, etc. Il y a toujours un truc où t'es pas à jour. Bon, au bout d'un moment, j'ai give up. J'étais en mode... Le but, c'est de pas être trop en retard. Voilà. Que le vocal 2 soit aéré. Mon souhait pour 2025, que le vocal 2 soit aéré. Il a quel âge le chien? Il a 5 ans. Enfin, il a 4 ans et demi, pardon. Il aura 5 ans en juillet, pardon. Je le vieillis trop vite. Emménager dans ma maison qui est en cours de rénovation. Oh, trop stylé! Et donc, entre-temps, choisir ma faïence, protéger mon parquet, faire la déco, la peinture, choisir ma cuisine. Oh, trop bien. Pardon, je suis une vieille daronne, mais moi, changer des poignées de porte, ça me... Franchement, ça serait mon highlight de 2025. J'ai pris la résolution de prendre des vacances régulièrement. C'est aussi une résolution que j'ai prise. Une très bonne idée. Des trucs simples comme partir en week-end, visiter quelque chose, n'importe quoi. Ça fait des années que je prends pas le temps d'être juste avec moi et en faisant le bilan de 2024, j'ai trouvé désastreux sur un plan perso. Oh putain, on est tellement ensemble. Moi aussi, je me suis dit, vas-y, faut que je me prenne plus de petits week-ends à droite à gauche. Genre, par exemple, il y a un truc que j'ai trop envie de faire depuis 1000 ans. Je vis à Montpellier, pour ceux qui ne le savent pas. Et depuis Montpellier, t'as un train direct pour aller à Barcelone qui dure 3 heures. Un truc comme ça, de 3h30 peut-être, allez. Et je me suis toujours dit, vas-y, un jour, je me ferai un petit week-end à Barcelone. Ça fait 3 ans que je vis ici, je l'ai toujours pas fait. Et genre, c'est dans le genre de truc que je me dis, bah vas-y, cette année, j'aimerais vraiment bien le faire, tu vois. Merci beaucoup Twilight, merci beaucoup pour le 15e mois de sub, merci beaucoup, bonne année à toi bien sûr. Merci beaucoup Touille également pour le 25e mois, Sirodor pour le 11e mois, Fergal pour le 15e mois, merci beaucoup Phil pour le 33e mois, merci Nico Cantomo, merci beaucoup pour le 6e mois de Prime, merci Kishan pour le 5e mois également, merci Aradion pour le 8e mois, merci beaucoup, bonne année à vous bien sûr. 3 heures, c'est rien, c'est fou. Bah, en vrai, ouais, tu pars tu pars un vendredi matin et tu reviens un dimanche soir ou un lundi, tranquille, tu vois. En plus, c'est une ville qui a pas voulu de Manuel Valls, en plus de ça, donc c'est quand même un bon choix. Après, c'est une ville que je connais déjà. J'étais déjà allée à Barcelone et j'avais trouvé ça très cool. Il y a beaucoup de Français, par contre. C'est fou, genre, quand j'étais allée à Barcelone, je me suis dit « Ah putain, mais j'entends presque parler plus français qu'espagnol. » Mais c'est quand même une ville que je trouve vraiment très chouette. C'était la première fois que j'allais à l'étranger, de ma vie d'ailleurs. Et j'avais trop kiffé. Barcelone, je sais pas si c'est une bonne idée, ils en peuvent plus des touristes, non. En fait, c'est pas qu'ils en peuvent plus, c'est qu'il y a eu des... Barcelone a été l'une des premières villes au monde, si je dis pas de bêtises, à faire un encadrement concernant les logements, parce qu'il y avait trop de logements qui étaient mis sur Airbnb, par exemple, et les gens n'arrivaient plus à se loger. Et du coup, ça a été très encadré. Du coup, je pense que depuis que ça a été plus encadré, je pense qu'il y a moyen que ce soit un peu moins relou. Salut à ceux qui arrivent. Bonne année à vous, bien sûr. Et ouais, après, c'est vraiment le problème de Airbnb. Mais après, c'est un problème qu'on a aussi dans plusieurs... Vous avez déjà regardé... Non, pas forcément, mais... Moi, quand je suis arrivée à Montpellier, j'ai regardé le nombre de maisons qui étaient à louer versus le nombre d'appartements. Alors, c'est logique que les maisons individuelles, il y en ait moins à louer que des appartements. Mais en fait, il y avait énormément des biens, en fait, qui m'intéressaient, qui sont sur Airbnb, en fait. Alors après, t'as des Airbnb qui sont plus ou moins luxueux et tout. Je vous parle pas de la maison 10 chambres non plus. Mais en fait, t'as beaucoup de trucs qui sont sur Airbnb. Et même en France, c'est un problème qu'on a, notamment dans des coins qui peuvent être assez touristiques et tout ça. À Montpellier, il y a un vrai problème quand tu vois le nombre de biens qui sont sur Airbnb et que toi, tu cherches un logement à l'année. T'es un peu en mode...
ça casse les couilles. Donc je comprends un peu que les Barcelonais, ils aient pété un plomb, tu vois. Et ma question que je me pose d'ailleurs aussi, c'est dans quelle mesure... En fait, c'est un truc qui est quand même assez agréable de louer un Airbnb, mais d'un autre côté, si je voyage à l'étranger, est-ce qu'il vaut mieux pas que je prenne un hôtel pour justement... En fait, ça m'a cassé les couilles qu'il y ait autant de Airbnb à Montpellier et ça a été peut-être un frein aussi pour que je loue quelque chose ici. Dans quelle mesure, si je vais pas à l'étranger pour louer un Airbnb, dans quelle mesure c'est pas aussi un peu hypocrite, tu vois? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je réfléchis à cette question. À Marseille, il y avait eu un gros mouvement contre les Airbnb. Ah ouais? J'ai littéralement 5 boîtes à clés dans ma rue à Montpellier, ouais. Oh, enfin, les boîtes à clés, il y a vraiment des coins où il y en a tellement. Quand je vois parfois le prix des hôtels et la différence avec les Airbnb, bah ça dépend. Les auberges de jeunesse, c'est trop bien. Ouais, mais c'est pas le même... Enfin, en fait, quand tu pars en auberge de jeunesse, c'est quand même un mood particulier. Et genre, moi, si je pars avec mon chien, auberge de jeunesse, c'est impossible, quoi. Il y a des tags anti-Airbnb partout à Marseille. Ah ouais, je savais pas. Je suis assez d'accord avec toi, BG, mais je crois que ça, c'est un truc de trentenaire. Airbnb, j'en suis revenue. Maintenant, je préfère l'hôtel car au moins, t'as les prestations sur le côté. Petit-déj, accueil à toute heure ou presque, information, etc. Ouais. C'est quoi les boîtes à clés? Les boîtes à clés, c'est un truc... C'est ce genre de choses. En fait, il y a des espèces de boîtiers. Vous tenez peut-être... Jamais... Vous en avez vu peut-être plein, mais vous saviez pas que c'était ça. Paf, attendez, ma sponsor est terminée, faut que j'enlève ça. C'est ce genre de choses où en gros, t'as un espèce de boîtier avec un code pour laisser des clés. Et en fait, c'est typiquement un truc de Airbnb. C'est typiquement en fait un truc comme ça, t'as pas la personne, t'as pas le propriétaire qui a besoin de passer pour te filer les clés. Il te file le code, il t'explique comment rentrer et t'es autonome. T'es en arrivée autonome, quoi. Voilà. Truc qui n'arrive pas en hôtel, parce qu'en hôtel, tu te présentes, tu dois montrer ton identité, etc., ta réservation, non, tu vois. Et même avant, c'était beaucoup moins cher Airbnb, mais maintenant c'est pareil que les hôtels, donc autant pas filer à des proprios véreux. Bah ouais, c'est ça. C'est pas à nous d'agir, Imo, si on peut, on n'a pas les moyens de ne pas prendre... Attends. On peut si on n'a pas les moyens... On peut si on a les moyens de ne pas prendre l'Airbnb, mais au niveau de l'État que les choses doivent être faites, sinon loin et compagnie. Oui, mais je suis pas sûre que le Airbnb soit bien plus avantageux en termes de budget maintenant par rapport à certains hôtels. Mais après... On compare des poires et des carottes parce que, en vrai, les hôtels, t'en as entre un Formule 1 et un Palace et tout ce qu'il y a au milieu, bah, c'est pas le même budget. Et pareil pour les Airbnb, quoi. Mais moi, il y avait un truc que je faisais quand j'étais enfant. Je sais pas à quel point ça se fait encore beaucoup. Quand je partais en vacances, j'allais en chambre d'hôte. Et en fait, il y avait vraiment ce côté où tu dormais chez l'habitant. C'était vraiment dans les années 90-2000, donc t'avais pas du tout Airbnb, ce genre de choses. Et du coup, tu dormais chez l'habitant. Donc, tu devais être vachement discret quand tu rentrais. Parce que des fois, tu rentrais, ils dormaient déjà, etc. et tout. Mais en fait, il y avait ce côté où tu prenais le petit-déj le matin avec eux. Et je trouvais ça assez cool. Mais pour les gens qui sont introvertis, ça ne sera pas votre truc. Mais par contre, genre, c'était vraiment un couple de retraités qui faisait ça par plaisir, en fait. Tu vois, enfin, vraiment, tu sentais qu'il n'y avait pas forcément une logique économique derrière... Rien à voir, mais tu sais quand tu feras les streams sur Magic Arena, demain je pense. Je pense que je vais le faire demain, j'ai pas du ton pseudo. Techno Brouette, il est bien ton pseudo en plus. T'es pas introverti Florence? Non. Moi je suis un caméléon moi. Moi je suis capable d'aller... alors c'est très bizarre, je suis très à l'aise avec les vieux. Je suis souvent plus à l'aise avec les gens qui sont plus âgés que moi. Et genre les cinquantenaires, genre tu vois, genre je rencontre les parents de mes amis, je suis très à l'aise. Je sais pas comment on le savait, bah oui mais je sais parce que je suis vieille. Je crois qu'il y a une part de moi qui, quand je rencontre les parents de mes amis ou un truc comme ça, il y a j'ai envie qu'ils m'aiment bien.
Et du coup, j'ai vraiment ce côté où je vais vraiment être sympa et dire vous avez besoin d'aide en cuisine? Ce genre de truc. Parce que j'ai trop envie qu'ils disent après à mes potes, dis donc Florence, elle est vachement sympa ta copine là. Je suis une faillotte. Donc le profil des gens qui ont des gîtes, des maisons d'hôtes, etc. et tout, ça fit de fou. Mais je suis pas... En fait, je peux être introvertie, mais aller parler à des inconnus, c'est pas quelque chose qui m'angoisse non plus par rapport à plein de gens. Je suis un peu un caméléon. Ça dépend du mood aussi. Ça dépend de l'alignement des planètes. Les vieux m'adorent car ah bah enfin qui est bien élevé et les enfants aussi, mais c'est parce que je suis toujours contente de les voir. Les enfants, je suis moins à l'aise, mais parce que j'ai très peu d'enfants dans mon entourage et j'ai déjà eu ce débat ici sur cette chaîne, mais je trouve que c'est difficile de trouver un équilibre entre... Tu n'as pas envie de... J'ai pas envie de faire gougou gaga qui devant un enfant de 4 ans et demi parce qu'il va se dire bah, c'est pas de mon âge en fait, tu me prends pour un débile. Mais j'ai pas envie... J'arrive pas à adapter ma façon de m'adresser à eux parce que je me rends pas compte de ce qu'un enfant de 1 an et demi, 2 ans est capable de comprendre versus un enfant de 4 ans. Et du coup, j'ai toujours peur de trop les infantiliser. En fait, j'aime pas quand on parle aux enfants comme s'ils étaient complètement débiles. Et j'aimais trop... Je me souviens très bien quand j'étais enfant que j'aimais bien qu'on me parle, pas forcément avec des mots d'adulte, mais dans le sens où j'avais l'impression qu'on me respectait et qu'on m'estimait, en fait. Et sauf que j'arrive pas à doser ça, en fait. Gougagak, c'est Mintos. Tu veux une clope, gamin? Après, le problème, c'est que j'étais moi-même pas à l'aise avec les enfants quand j'étais enfant moi-même. Donc, en fait, je n'ai jamais été à l'aise avec les enfants, y compris quand j'étais moi-même une enfant. Donc c'est normal que maintenant que j'en suis plus une, c'est encore plus difficile, quoi. C'est la tata cool qui propose de la drogue, des boosters magiques, par exemple. Faut parler normalement si tu vois et que l'enfant n'est pas réceptif, tu abaisses petit à petit tes manières de parler. Non, mais c'est un... En fait, je n'ai pas d'anxiété sociale particulière, mais avec les enfants, j'en ai parce que j'ai l'impression que si je m'adresse à un enfant, les gens qui ont plus l'habitude autour de moi vont juger ma façon de faire. En fait, pour le coup, avec les enfants, je fais de l'anxiété sociale. Parce que j'ai peur de mal faire, j'ai peur Je suis pas à l'aise, en fait. J'ai peur de les porter, j'ai peur de... Mais j'aime bien ça en plus, genre je trouve ça cute et tout, machin. J'ai une amie qui a accouché il y a genre 1 mois, j'ai trop envie de voir le bébé et tout ça. Enfin genre, j'aime vraiment bien ça, mais je suis pas à l'aise. Genre, j'ai trop envie de voir son môme et quand elle va me dire « Tu veux la porter ?» Je vais être en mode « Non, franchement, je sais pas, j'ai peur de la casser. » Je veux vraiment faire comme les enfants qui sont au musée et qui regardent avec les... Enfin, qui touchent avec les yeux, quoi. C'est vraiment... Surtout qu'en plus, elle sera toute petite. Donc elle sera toute fragile, toute petite. Ça ne se casse pas facilement un enfant, faut vraiment y aller. Non mais j'ai peur, genre moi ça m'est déjà arrivé d'avoir... Ma peur ne vient pas de nulle part, ça m'est déjà arrivé de faire pleurer des enfants. Genre, je sais pas... ça m'est déjà arrivé dans des transports en commun de voir un enfant qui chouine un peu et je leur fais un sourire en me disant peut-être que ça va les focus et les calmer un petit peu et l'enfant se met encore plus à pleurer et du coup je me dis non. Ah. Et tu sais les parents ils savent pas pourquoi d'un seul coup l'enfant il pleure encore plus et toi tu pensais rendre un coup de main et en fait la situation elle est pire. Pareil mais c'est mon travail dit Chroma. Avoir un bébé dans les bras, c'est trop reposant par contre, surtout quand ils s'endorment là. Je sais pas, moi j'ai vraiment peur de mal faire, mais c'est plus... En fait après, il y a un truc qui est étrange, c'est que j'avais hyper peur de... C'est idiot. J'avais pas d'animaux.
pendant des années, je voulais des animaux, je n'en avais pas. Et j'avais toujours un peu peur de les porter parce que j'avais pas forcément l'habitude et j'avais toujours peur de leur faire mal. Sauf que quand j'ai eu mon chien pour la première fois, bah en fait, c'est venu vachement naturellement et maintenant, j'ai plus aucune peur à l'idée de porter un animal parce que j'ai l'habitude de porter Oliver tout le temps. En même temps, il est tout petit, tu vois. Et je me dis juste, franchement, je me suis fait des films pour rien parce qu'en vrai... en vrai, à partir du moment où justement, tu te dis, mince, j'ai peur de leur faire mal, tu vas faire attention et du coup, tu vas pas te comporter comme un bœuf, quoi. Un animal, il sait te dire s'il a mal. Oui, mais après, un bébé, si tu lui fais mal, je pense tu vas le comprendre aussi, hein. J'ai peur de porter les lapins. Bah, moi, j'ai peur des lapins parce que c'est tellement cardiaque que j'aurais peur de faire une connerie. J'ai plus de liquide à clope. Après, j'ai pas souvent l'habitude de porter des lapins, j'avoue. La diff, c'est qu'un bébé tombe sur la tête. Oui, mais je me dis que si tu portes un enfant et que tu y vas doucement, il y a peu de chances que tu le fasses tomber et qu'il tombe sur la tête. Ça, c'est vraiment... C'est des phobies d'impulsion, là. Scoop, en faisant des trucs, on se rend compte qu'il n'y avait rien de sorcier. Mais des fois, quand t'as vraiment peur de mal faire, et d'autant plus quand c'est un être vivant, t'as d'autant plus la pression. Du coup, tu te fais des gros films, et après, quand t'es obligé de le faire, tu te dis, bon, en vrai, c'était pas si compliqué, tu vois. Mais je trouve que le fait de porter un bébé, un enfant, genre un enfant de 2-3 ans, c'est pas pareil, parce que déjà, c'est solide, en vrai, un gosse de cet âge-là. Et voilà, mais vraiment, les petits bébés, pouah. Mais j'aimerais trop être à l'aise là-dedans. J'aimerais trop vraiment me dire... ma pote, quand elle va me proposer de porter son bébé et que je lui dise oui, y a aucun problème, franchement, j'ai fait ça toute ma vie. Alors que dans ma tête, ça va être en mode... Mais là, les gens qui ont eu, dans des familles nombreuses, qui ont plein de petits cousins ou qui ont plein de potes qui ont des enfants autour d'eux ou où vous avez eu des petits frères et sœurs, etc. et tout... Vous ne pouvez pas comprendre parce que vous avez toujours été entouré d'enfants, donc vous êtes plus à l'aise avec ça, parce qu'on vous a foutu un bébé dans les mains très vite, quoi. Un nourrisson, c'est beaucoup trop fragile. En vrai, les nourrissons, j'avais vu un docu il y a des années, ce qui m'avait trop marqué sur Arte. Un nourrisson, un petit bébé, c'est vachement plus résistant que ce qu'on pense. Dans le sens où les enfants, les très jeunes enfants, vraiment les nourrissons, ont une capacité d'adaptation, de résistance au froid bien plus qu'on pense. Ils sont capables de rester sous l'eau, faites pas ça, mais beaucoup plus longtemps qu'on pense parce que en fait, il y a des aptitudes que tu gardes du fait que tu es dans le liquide amniotique et que tu perds au fur et à mesure. Notamment le fait de pouvoir respirer sous... Enfin, de pouvoir ne pas se noyer trop vite, tu vois. Je suis papa d'une fille de 10 mois, je confirme qu'ils sont beaucoup plus costauds que ce que leur taille laisse penser. Les bébés savent nager à la naissance, par exemple, aussi. Les bébés nageurs, là. C'est une capacité qu'on perd avec le fil, avec le temps. Et ouais, les blagues sur le fait de tuer des bébés, je suis un peu en mode bon... C'était déjà pas très drôle en 2012, en fait. Bon... Vous n'êtes pas les personnes edgy que vous pensez être, vraiment pas. En secourisme, il faut plus de personnel pour empêcher les parents de réagir de façon épidermique et de nous agresser que pour secourir les enfants et les nourrissons. Mais après, ça, je comprends que... Enfin, moi, je suis pas mère, mais... Quand je vois à quel point je suis panique très très vite si Oliver a un souci, j'ose même pas imaginer si c'était un bébé, quoi. Comment on sait que les nourrissons tiennent bien sous l'eau? Il y a quelqu'un qui a fait des stats. En fait, dans le documentaire que j'avais vu, d'Arte, il s'appelait Incroyable bébé, je crois, un truc comme ça. Mais bon, après, les documentaires Arte, vous savez, à un moment, ils sont plus uploadés, donc... Enfin, ils enlèvent, quoi. Et en fait, c'était l'histoire... Alors, ne reproduisez pas ça chez vous, mais j'ai pas besoin de le dire. C'était l'histoire d'un enfant qui était en poussette. Vraiment un très jeune bébé, genre vraiment peut-être 1 mois. Il était en poussette et près d'un port. Et il y a eu une rafale de vent, mais un truc, t'as peur, tu vois. Et la poussette a glissé et est tombée dans le port. Donc dans l'eau.
Et c'était, je crois, l'hiver ou un truc comme ça. Donc, eau très glacée. Et le temps qu'il fasse... Je vous raconte cette histoire, ça finit bien, d'accord? Ok, paniquez pas, ça finit bien. Et en fait, le temps qu'il puisse intervenir pour récupérer la poussette, etc. et tout, ben, même si tu réagis très vite, il se passe vite 2-3 minutes, en fait. Donc, les parents, ils étaient au mode... C'est cauchemardesque, c'est horrible, l'enfant est mort, c'est sûr, tu vois. Et en fait, l'enfant allait très bien et n'avait pas de séquelles. Et en fait, dans le documentaire, ils expliquent que il a survécu parce qu'il était très jeune et parce que justement, il avait une capacité à rester sous l'eau et à être protégé du froid bien plus qu'on le pense. Alors qu'il serait arrivé la même chose à un enfant de genre 3-4 ans, il aurait peut-être pas survécu, par exemple. J'avais trouvé ce fait absolument fascinant, quoi. Se sont pas jetés à l'eau, les parents, bah... ça dépend de la profondeur, tu vois. Puis après, en fait, si tu peux pas remonter, enfin... L'enfant a survécu, donc ils ont réagi quand même relativement bien et rapidement, tu vois. Mais je m'étais dit, mais comment c'est possible? Et tout le documentaire consistait à dire, les bébés sont beaucoup moins fragiles qu'on le pense. J'avais trouvé ça fascinant, voilà. Non, et c'est un cas unique qui n'est pas suffisant pour statuer sur le fait que tous les bébés ont cette capacité. Je ne dis pas ça. Mais après, je l'ai vu il y a longtemps, mais je crois que c'est un truc au niveau du... putain. Je crois que c'est un truc physique, comme un espèce de truc qui permet de bloquer ta respiration sous l'eau plus longtemps parce que t'es dans le liquide amniotique. Je crois. Et après, tu le perds avec le temps. Y a pas un scientifique dans le chat qui pourrait attester ce que je te raconte ou pas, là? Un réflexe inné, ouais, mais qu'on perd au fur et à mesure parce qu'on n'en a plus besoin. Pardon. Le chat d'ingénieur, là. Le réflexe archaïque. Que des devs, hélas. Putain, où sont les scientifiques quand on a besoin des scientifiques? On est censé perdre le réflexe archaïque. Mais le réflexe archaïque, c'est pas au niveau de la déglutition? Réflexe d'immersion chez les mammifères. La page Wikipédia nous dit. Un réflexe présent chez les mammifères qui optimise la respiration afin de rester sous l'eau pendant un certain temps. Ce réflexe est très prononcé chez les mammifères aquatiques. Pinnipèdes, oh, pour les phoques, quoi. Loutres, dauphins, etc. Loutres. Oh, dauphins. Oh. Mais existe également plus faiblement chez les autres mammifères, y compris les humains. Le réflexe d'immersion est déclenché lorsque la figure est en contact avec de l'eau froide. De l'eau à plus de 21 degrés ou une autre partie du corps immergée dans de l'eau froide ne déclenche pas le réflexe. Chez l'être humain, le réflexe d'immersion n'est pas déclenché lorsque les membres sont plongés dans de l'eau froide. Une brachycardie légère est déclenchée lorsque la respiration est retenue sans mettre en contact la figure avec de l'eau. Le réflexe d'immersion augmente proportionnellement à la baisse de la température de l'eau en contact avec la figure. Ok. Mais ça nous dit pas le détail. Oui, voilà, il y a un réflexe d'apnée chez les bébés. Attendez. Réflexe d'apnée bébé. Le tout petit ferme sa glotte quand on immerge sa tête dans l'eau. Je trouve ça fou, non? Attendez, je suis sur parents.fr. Je voudrais savoir à quel moment on perd, en fait. Comme l'explique la pédiatre, aucune étude n'a été menée sur la durée du diving réflexe chez les bébés, tu m'étonnes. On sait que les enfants qui participent au bébé nageur entretiennent ce réflexe. Néanmoins, il ne faut pas compter sur ce mécanisme pour protéger de la noyade. Cela permet d'éviter qu'un bébé boive la tasse et tousse quand on met sa tête sous l'eau, mais cela ne prévient pas les accidents beaucoup plus graves. À l'heure actuelle, nous n'avons pas de moyen de savoir à quel âge le réflexe d'apnée s'arrête. En même temps, ce serait peut-être un peu dangereux si jamais on savait que l'information, elle se diffuse. Peut-être que les gens relâcheraient leur vigilance. Oui, c'est ça, le bébé bloque sa respiration afin de ne pas inhaler de l'eau. C'est un réflexe inné. Les adultes l'ont aussi. Quand on plonge sous l'eau, on ferme spontanément notre glotte. Autrement dit, on retient notre respiration.
Mais ouais, on fait pas des tests, ouais. L'expérience est un peu dangereuse, quoi. Pour ça, c'est assez peu documenté. Ah bon? Autre fact que j'ai appris il y a pas longtemps, les bébés moins d'1 an n'ont pas d'amygdale, donc pas d'angine possible à cet âge. Mais comment ça, t'as tes amygdales qui poussent? Genre un jour tu manges des petits pois et elles poussent? Amygdale. C'est les amygdales de lait? Amygdales chez les bébés. Ouais, le problème, c'est que j'ai l'opération des amygdales. C'est un truc qui arrive souvent pour les bébés, justement. Mais pourquoi on est avec des super pouvoirs et après on les perd? Bah c'est comme, si je dis pas de bêtises, bah peut-être que les darons pourront m'aider. Il me semble que quand un bébé vient de naître, l'un des premiers tests qu'on fait, c'est qu'on regarde s'ils ont le réflexe de la marche. Et normalement, de façon assez instinctive, les bébés mettent un pied devant l'autre, normalement, à la naissance. Et je crois qu'ils peuvent pas marcher parce qu'ils ont pas assez de muscles, en fait, pour tenir la position. Il me semble qu'on fait ça, hein. Y a pas des parents qui peuvent confirmer? Qui ont vu les soins des infirmiers au tout début, là? Vous me dites oui, mais... Ouais, ils ont pas le tonus musculaire, mais ils savent marcher. Et si vous regardez, en fait, tous les petits du règne animal, il doit y avoir des exceptions, mais la plupart, en tout cas, tous les petits du règne animal, ils vont marcher très vite et se lever très vite parce que bah, lever et pouvoir fuir, c'est de la survie. C'est de la survie élémentaire. Donc tu peux pas, en fait, rester et ne pas marcher, en fait. Les humains, on met plus de temps parce qu'on est des gros nulos. Mais oui, de fou. On est grave des gros nulos, hein. Test d'agrippé aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Le corps est loin d'être terminé à la naissance. Le compte des os dans nos mains est différent entre bébé et adulte. Oui, bah c'est comme les os du crâne qui sont pas... Le crâne est mou chez le bébé. Humain, en tout cas. Je sais pas pour les animaux, mais avec la fontanelle et tout, là. Je viens de voir Oliver qui a roulé. Et il se solidarise plus tard. Attendez, je pensais à un autre truc que je trouve fou. Il y a un autre truc que je trouve fou, c'est que les ovules, je l'ai déjà dit en live, mais je trouve que ce fact est vraiment fascinant. Les ovules, en fait, autant les spermatozoïdes sont produits tout au long de la vie, moins vigoureux, parce que c'est un âge, mais tout au long de la vie, ils sont produits, enfin pas dans l'enfance, je crois, enfin, à partir de la puberté, si je dis pas de bêtises, autant... Les ovules, il y a un stock. Et le stock, tu le fais in utero. Donc, si tu es né avec des ovaires, tu as déjà tout ton stock de fait. Tu peux pas faire de nouveaux ovules. Et je trouve ça fou que ces cellules-là, tu les produises in utero. Et après, à partir du moment où tu nais, c'est finito. C'est fou. Je trouve que c'est fou que que ça fonctionne pas comme des spermatozoïdes où tu les produis en permanence, quoi. Je trouve ça dingue. Donc, si vous avez des ovaires, votre stock d'ovules, vous pouvez pas y changer quoi que ce soit. Genre, dès la naissance, t'en as un finito. Sachant que tous les ovules n'arriveront pas à maturation, etc. Mais tu ne produis des ovules que dans le ventre de ta mère. C'est fou.
Oui, oui, mais c'est vrai ça. Une femme peut produire des ovules, mais pas les siens. Ça pourrait être une bonne question de quiz, mais un peu ardue. Qu'est-ce qu'une femme produit? Comment le tourner? Vous avez l'idée. Ça, je trouve ça trop fascinant, les facts comme ça sur le corps humain. On sait pourquoi ça fonctionne comme ça pour les ovules? Je sais pas. Je sais pas. Du coup, j'ai tapé ovule et je tombe sur cette photo d'un spermatozoïde qui est en train de féconder un ovule et je trouve ça fou qu'on ait réussi à avoir des images comme ça. Sachant que ce genre de photos, moi j'ai le souvenir que je les avais dans mes livres de SVT, tu vois. Donc ça fait très longtemps qu'on a réussi à capturer ça, c'est dingue. Le sexe. Le sexe. Ok. Ok. Attendez, parce que je suis sur le truc ovule, je voudrais être sûre qu'il n'y ait pas un gros sgegos quelque part. C'est bon. Oui, on dirait la lune un peu, ouais. Je sais pas. Il n'y a pas vraiment d'explication. Putain, l'ovule est 100 000 à 1 million de fois plus grand que le spermatozoïde. Ouais. Comment ça se fait qu'on les fait in utero? Je sais pas. C'est mal la taille de l'ovule, ouais. Peut-être plutôt sur ovaire, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ovaire, c'est... Oh non. Je vais pas vous montrer parce qu'il y a des... Il y a des photos d'ovaires, d'animaux certes, mais il y a des photos d'ovaires, donc je vais pas vous montrer la page Wikipédia. Bon appétit. La plupart des oiseaux n'ont qu'un seul ovaire. Je sais pas. Je pourrais pas vous dire, franchement. Si quelqu'un a l'info de pourquoi est-ce que les spermatozoïdes sont produits tout au long de la vie et les ovaires, pas du tout. L'information m'intéresse, mais il faudrait qu'on me parle comme un enfant de 5 ans et demi. Hein. Parce que... Cellule, j'ai la définition. Ovule, j'ai la définition. Ovaire, je l'ai. Mais si vous commencez à me parler de mitose, je vais peut-être commencer à défaillir, quoi. Donc... C'est pas les kangourous qui ont 2 ou 3 vagins plus utérus? Si, je crois. Mais en fait, c'est toujours... Moi, c'est des questions que je me pose, mais à chaque fois, je me dis comment faire ces recherches sur Internet sans tomber sur des trucs de cul? Parce que si je tape multitude de vagins... Oh non. Oh non, mais je voulais voir si les kangourous avaient 2 utérus, merde. Oh non. Ah, mitose, c'est la division en cellules qui ne sont pas des gamètes. Méiose, c'est la division en cellules qui sont des ovules ou des spermatozoïdes. Mmh. Tu tapes kangourou et vagin, tu vas finir sur des images de furies chelous, c'est ça? Ouais, je veux pas. Je veux pas. Je veux commencer 2025 d'un bon pied. Et le bon pied n'est pas du porn étrange.
Merci beaucoup Naïm, merci beaucoup pour le Prime, bienvenue dans la communauté, merci beaucoup, merci Arakuso pour le 21e mois, Joris Bull, merci beaucoup pour le 8e mois, merci Warangel pour le 22e mois, Brochard pour le 28e mois, merci Biker pour le 55e mois, la vache, merci beaucoup, merci Alpha Floyd pour les 3 ans, OMG, merci beaucoup. Pourquoi j'ai l'impression que mon focus est pas sur moi? Là, ça me paraît mieux. Merci beaucoup Arkane pour le 10e mois de sub, Chapinou pour le 52e mois. Merci beaucoup Grinsa... Putain, 52 mois, ça commence à faire. Hein. Merci beaucoup Grinsa Jarrett, merci beaucoup pour le 6e mois. John Senna pour le 41e mois de sub tier 2 en plus de ça. Merci MLDH pour le 19e mois de sub, merci beaucoup. Ok, en fait, ne testez pas, c'est bien pire que du furry. Merde. Bah tant pis, on saura jamais. Hein. On saura jamais. Hein. Je sais juste que le pénis des canards est explosif. Voilà, c'est tout. De ce petit fact qui nous régale, quoi. Hein. C'est en forme de tire-bouchon et ça fait... Cette phrase a fait planter mon Twitch mérité. C'est très connu, ah oui. Il y a plein de gens qui sont en mode what the fuck. Et franchement, c'est un fact qui est assez connu en vrai. Parce que généralement, quand on te dit le pénis du canard est explosif et en forme de tire-bouchon, ça surprend tellement que tu t'en souviens. Pourquoi tu sais ça? Pourquoi pas? Bon courage, Fergal. Ah ça, je savais pas par contre. L'éjaculation des abeilles aussi, c'est impressionnant. On peut même l'entendre un pop. C'est vrai. Oh non. Attendez, si je tape pop bee. Pop bee. Mais je veux pas taper... Mais les miel pops, du coup, c'est... Oh no. Oh no. De toute façon, le sexe dans le règne animal, c'est toujours un truc fascinant. Entre les parades nuptiales, entre les pénis explosifs de canards, entre les kangourous qui ont plusieurs utérus, entre... Vraiment, il y a trop de choses qui sont trop intéressantes en vrai. Je ne sais pas quoi faire cette information. Les montres religieuses, ouais, c'est fou ça. Les escargots qui sont hermaphrodites aussi, qui changent de... qui changent en fonction de ce qu'il y a besoin comme gamètes aussi. Les femelles hyènes qui ont un faux pénis, ouais. Les hippocampes qui portent les œufs. En vrai, il y a trop de choses qui sont... C'est pour ça que moi, je suis passionnée par les animaux en général, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi... Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est trop intéressant, c'est toutes les sociétés animales en général. Les éléphants, les fourmis, les loups, tous les animaux qui vivent en groupe, qui ont des codes sociaux à eux, je trouve ça extrêmement fascinant. Et en fait, c'est trop riche parce que tu peux être hyper spécialisé, je sais pas, sur les loutres, mais en fait, si tu vas sur les d'autres mammifères aquatiques, tu vas tomber sur tellement d'autres choses, tellement d'autres infos. Je trouve ça... moi, c'est vraiment le genre de truc que je peux lire pendant des heures, tellement je trouve ça passionnant. Les fourmis, c'est passionnant, par exemple. La sexualité des punaises... Alors ça, j'avoue, j'ai pas la ref. Le pire de tout, ils ont développé des pénis à pointe pour percer les femelles n'importe où. Et en réponse, les femelles ont développé des vagins secondaires pour rediriger les accidents vers le principal.
C'est un cauchemar? C'est un cauchemar? Oui. Si c'est vrai, c'est très grave. Donc il shame pas, mais chelou quand même. Mais ça veut dire que les punaises mâles sont tellement nulles pour viser que les femelles ont dû s'adapter pour faire survivre l'espèce. Genre les punaises mâles avaient one job, just one job, et ils ont quand même chié dans la colle. Et les femelles ont dû dire, bon, puisque c'est comme ça, il va falloir qu'on s'adapte, parce que sinon on va mourir. Ils font de leur mieux, ok. Les femelles n'ont pas de trou. Putain, votre historique votre historique de chat. Au futur modérateur, non, mon historique de chat a un contexte, au secours. Bon, y'a pas le trou, là. Hein. Oh là là, attends, là, le titre de la VOD va être Seekers. Mais vous savez quoi? Je suis ravie que notre premier live de l'année, ce soit une discussion sur la reproduction des punaises qui n'ont pas de trou. Franchement, si 2025 est à l'image de cette première journée, franchement, je pense qu'il y a moyen qu'on rigole cette année, on va apprendre des choses. Des choses surprenantes, mais voilà. J'ose pas parler parce que je n'ai jamais parlé et je ne veux pas commencer comme ça. Tu sais, le nombre de fois on est sur des discussions cheloues et je vois un premier message et je me dis ça c'est vraiment un très très bon premier message. Les pénis d'éléphant sont dirigeables pour que l'insémination soit rapide car ils ont 10 secondes pour le faire sinon ils cassent le dos de la femelle. Ah j'avais déjà vu ça. Vous savez que les... Alors, ça reste à vérifier parce que je n'ai jamais vu un accouplement de Shetland. Mais du coup, Oliver est un Shetland. Et apparemment, je sais pas si c'est propre à tous les chiens ou si c'est propre à cette race-là en particulier, mais en gros, l'accouplement dure très peu de temps. L'acte en lui-même. Mais en fait, le chien mâle va rester collé à la femelle pendant genre 30 minutes et faut pas les décoller. Je sais pas si c'est propre au chien en général. J'avoue que je me suis beaucoup intéressée au comportement du chien, mais l'accouplement du chien en tant que tel, je connais pas grand-chose. À tous les canidés, c'est ça? Ok. Pourquoi faut pas les décoller? Tu veux vraiment la réponse à cette question, Flaflalux, ou pas? Je peux répondre de façon un peu imagée, si vous voulez. Mais, enfin, imagée. Genre, je vous expliquerai pas clairement, mais vous pouvez comprendre, comme ça. Princesse. Jafar, je suis coincé. Que puis-je pour... C'est une belle métaphore. Jafar, I'm stuck. Merci beaucoup, Ulrich. Merci beaucoup pour les combien. Merci beaucoup, Eric, pour les 10 subgifts. Merci beaucoup. Je rigole parce que je viens de penser que le plus gros subgifter sur la chaîne de JD, c'est Valorant. Ça me fait crever de rire. Pardon, merci. Merci beaucoup, Eric, pour les 10 subgifts. Merci beaucoup. Merci, SGT All-Star, pour les 26 mois. Merci beaucoup. Merci, Lara de 12 pour le 41e mois. Merci beaucoup. Et Rayana, merci beaucoup pour le 4e mois également. Merci beaucoup. Ok, mais je pensais pas que c'était tous les canidés qui restaient bloqués. Très bien. Mais je crois que le fait de rester bloqué après l'accouplement, je crois que c'est un comportement animal qui est assez courant en réalité. Je
J'étais traumatisée d'apprendre pourquoi les femelles chat crient pendant la reproduction. Ah oui, non, mais ça je l'ai su il y a longtemps et l'information m'a traumatisée, elle est gravée à vie pour toujours. Un con de chat qui a des épines sur la bite, là. Oui, voilà, c'est ça, c'est la compétition spermatique, je crois. C'est une des raisons. Tous les félins en plus. Oui, du coup, bah oui, tous les félins. Merci beaucoup, The Prod Dragon. Merci beaucoup pour le 14e mois de sub. Merci beaucoup. Mais c'est parce que dans un règne animal où les mâles sont en compétition entre eux, t'as intérêt à faire en sorte de bloquer la reproduction des gènes du voisin. Problème qu'on n'a pas trop en... Après, tu vas me dire, les humains peuvent rester coincés aussi pendant le sexe, mais c'est pas tellement une histoire de nœud ou quoi. Généralement, c'est plus... pas tellement le pénis. Le problème, c'est l'orifice qui a pu faire... Quoi? Bah, vous savez pas? C'est rare, hein, mais ça arrive. Par exemple, il est connu que il ne vaut mieux pas faire du sexe dans de l'eau pour éviter un effet ventouse désagréable pour tout le monde. Et le vaginisme, c'est encore autre chose. Après, généralement, si tu fais du vaginisme, le début déjà de base est compliqué, donc... Mais c'est pas exactement pareil que les chats. Les chats, c'est pas le même process. Et c'est quand même... En fait, là où les chats, c'est systématique qu'ils restent plus... Enfin, que la femelle, elle hurle, etc. et tout, que les chiens, ils restent bloqués, etc. C'est quand même pas très courant chez les humains, quoi. Enfin, après, cela dit, je me dis que c'est peut-être un truc que tu racontes pas trop aux gens, donc peut-être qu'on sous-estime à quel point les êtres humains restent bloqués entre eux, je sais pas, je me rends pas compte. C'était pas un truc que tu vas dire à tes potes, tu vois, putain, hier soir, j'étais coincée. Jafar. Attendez, j'ai plus de liquide à clope, faut que j'aille en chercher. Attends, hier, j'étais... Jafar, I'm stuck, quoi. On appelle avec les urgences. Le nom de code quand t'appelles le SAMU. Pour pas que t'aies expliqué ton problème, tu fais juste Jafar. Le mec que t'as au téléphone, il fait très bien, je vous mets en relation directement avec le service dédié. C'est le nom de code. Terrible. Safe Word, Yago. C'est rare, mais pour le coup, ça doit arriver de temps en temps lors du tournage de film X, je suppose. Ça doit être particulier comme situation. Je pense pas que ça arrive particulièrement pour des professionnels, parce que dans des professionnels, c'est des gens qui sont... Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'actrices porno qui vivent du vaginisme, par exemple. Hein. Et du coup, ça arrive souvent dans un contexte où il y a quelqu'un qui est extrêmement stressé ou ce genre de choses. Là, c'est ton taf, donc c'est un peu différent, quoi. J'ai un pote pompier, ça arrive très très souvent, premier degré. Définir très très souvent. Comment ça, très très souvent? D'ailleurs, comme à chaque nouvel an,
beaucoup de personnes aux urgences avec des trucs coincés dans les fesses. Oh, ça, j'ai des amis. Et moi, j'ai plein d'amis qui sont dans le médical et qui ont du coup fait des passages dans le chose et qui m'ont dit « Tu n'as pas idée du nombre de choses que les gens se mettent dans le cul avec toujours cette même excuse de « je me suis assis dessus ». Franchement, je pense que le meilleur conseil que je peux vous donner dans cette année 2025, c'est si jamais vous mettez un truc qui n'est pas censé être dans votre cul. Déjà, investissez dans des trucs qui sont censés être faits pour ça. Et si jamais ça vous arrive, je pense qu'il vaut mieux pas dire « j'ai glissé, je me suis assis dessus ». Parce qu'en fait, vous savez, vous ne trompez personne. Ils savent. En fait, ils font pour pas vous mettre mal à l'aise, mais ils savent très bien. Comment ça, mon ref, tu t'es assis sur une tringle à rideau? Assumez vos tentatives, que diable! Dites-vous qu'au pire, vous serez le sujet d'une belle anecdote, quoi. C'est horrible. J'avais un pote une fois qui m'avait expliqué... C'était un gars, je crois. Il s'est mis une tour Eiffel miniature dans le cul. Un peu drôle, quand même. C'était assis dessus, bien sûr. Sans faire exprès. J'avais un pote une fois... Non, mais il y a un... Non, 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 non. Je peux pas vous laisser dire des choses pareilles. Mais je vous conseille... En vrai, je vous conseille d'avoir des amis dans la médecine. Parce que, en vrai, franchement, si on devait faire une tier list des anecdotes, je pense que les gens qui sont dans la santé... Quand ils racontent des anecdotes du boulot, c'est souvent très drôle. Donc si je peux vous conseiller d'avoir un pote qui est dans la médecine, ça peut aussi être secrétaire médical ou quoi, mais quelque chose qui gravite dans ce monde-là. Ça peut être des bonnes barres si la personne, elle te fait un récap de ce qui s'est passé ces derniers mois. Je me souviens... Mon même pote, une fois, qui m'avait dit qu'il travaillait en urgence pédiatrique, je crois. C'est pas un truc de cul, ça. Où son enfant avait vomi. Mais l'enfant allait mieux. Mais elle est quand même allée aux urgences, la maman. Et elle a dit « Oui, il a vomi hier. Je vous ai ramené le vomi au cas où pour checker. » Putain. Casse les couilles. Bah merci bien. Nous allons faire des analyses. C'est vraiment pas les pires trucs qu'on m'a raconté en plus de ça. Au labo en urgence, non mais je sais pas. Mais je pense que quand t'es parent, je pense qu'il y a des moments où tu te déconnectes. Genre t'as tellement peur que je pense que tu fais des trucs absurdes. Mais il y a plein d'anecdotes que j'ai oubliées. Je suis trop deg. Mais c'est comme moi, il y a plein d'anecdotes quand... ça, c'est un truc... Et je pense qu'il faudrait collectivement qu'on le note. Dans vos tables, vous avez tous des anecdotes un peu drôles. Alors des trucs des fois que le grand public va pas comprendre, c'est des trucs trop précis ou ce genre de choses. Mais en fait, moi, j'ai eu tellement d'anecdotes qui étaient un peu drôles dans la vente, dans la restauration et tout. Et je les ai beaucoup racontées. Et au bout d'un moment, je les ai oubliées. Et maintenant, je m'en souviens plus. Et je regrette de pas les avoir notées à l'époque, quoi. Bon, la meuf qui m'avait dit la doudoune à 600 balles, c'est hyper accessible. Je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. Mais il y a plein d'autres trucs que j'ai oubliés. Rien de marrant de mon côté. Ah ouais? Vous avez jamais eu un appel un peu lunaire ou un truc comme ça? En fait, tu penses que tu vas t'en souvenir parce que ça est arrivé il y a plusieurs années et tu t'en souviens, au bout d'un moment, tu les oublies. Moi, c'est un truc que je regrette aussi, c'est toutes mes anecdotes de covoiturage aussi. Oh,
Mes anecdotes de covoiturage, j'ai eu tellement un ramassis d'anecdotes à la con, j'en ai tellement oublié. Je suis sûre, j'en ai déjà raconté sur cette chaîne, je suis sûre qu'il y en a où je me réécouterai, je redécouvrirai l'anecdote en même temps que je la raconte. Non, le mec de valeur, je peux pas l'oublier, lui. Lui, impossible de l'oublier, lui. Florence, je bosse dans la maintenance d'avion, mes anecdotes de taf vont créer des phobies de l'avion. Non mais alors, Billy, moi je veux plein d'anecdotes de taf, mais toi je sais que tu bosses dans la maintenance d'avion, je ne veux pas de tes anecdotes de taf, je suis désolée. Je suis désolée. Je n'en veux pas. Toi c'est non. Mais Billy, j'ai une question. Est-ce que tu continues à prendre l'avion ou pas ? Oui, ok, c'est bon. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Si t'avais répondu non, je t'aurais supprimé le message et je t'aurais demandé de répondre oui. Mais c'est pas de la censure, t'inquiète. Merci beaucoup, Horace Lorat. Merci beaucoup pour le 6e mois de sub. Maëtor, merci beaucoup pour le 7e mois de sub. Merci beaucoup, Polly, pour le 22e mois. Phoenix pour le Prime. Bienvenue dans la communauté. Merci, Oko the Tiger. Merci beaucoup pour le 5e mois de sub. Merci beaucoup, The Proud Dragon, pour le 14e mois. Je vais déjà remercier, mais je le redis. Je suis reporter judiciaire, trop stylé. Les anecdotes de procès, c'est soit des choses terriblement tristes, soit des dingueries absolues. Mais en fait, c'est ça qui est problématique avec le droit. Le droit aussi, c'est un bon ramassis de plein d'anecdotes. Et t'as des trucs qui sont où t'as même pas envie de les raconter tellement c'est pas drôle, tu vois. Et d'autres choses qui sont tellement, mais tellement stupides. Tellement drôles. Et il y a juste des fois aussi où il y a des trucs qui sont pas spécialement à crever de rire, mais où tu te dis c'est tellement une situation improbable. Je me souviens d'un arrêt qu'on avait étudié en droit. Je me souviens plus trop des détails, mais en gros, le truc vraiment improbable que ça n'arrive jamais, tu vois. En gros, c'était un gars qui avait donné de l'argent, genre 3 balles, tu vois, à quelqu'un d'autre pour qu'il achète un billet de loterie. Et je me demande s'il n'y a pas une 3e personne qui est impliquée, une personne qui aurait gratté le ticket. Évidemment, c'est le giga cash price. Évidemment, il gagne le gros lot. Et là, s'ensuit toute une réflexion, genre à qui revient l'argent ? À celui qui a donné l'argent en premier lieu, à celui qui a acheté le ticket, à celui qui a gratté. Et c'est pas spécialement une anecdote à crever de rire, mais je me dis, dans un film, on serait un peu en mode non, bah non, tu vois. La poule de Rion, et la poule de Rion, c'est un classique. Mais la poule de Rion, c'est juste la cour d'appel qui s'est tapé un délire parce que c'est pas été définitif comme arrêt. Celui qui a acheté, non. Bah, honnêtement, je me souviens plus. Jurisprudence, ticket, loterie. C'est un truc assez... C'est un arrêt qui est assez connu, mais je me souviens plus exactement de la solution. Comment on passe de la reproduction des chats à ça? Ah oui, c'était ça. L'acquisition d'un billet de loterie en commun et la qualification de société en participation. Putain, ça faisait longtemps que j'avais pas lu ce truc-là. Oh là là, les formules, je l'avais oublié. Cependant, on peut regretter que les juges du fond, souverains pour apprécier son existence, ne se soient pas penchés sur l'affectio societatis, élément indispensable à tout contrat de société. Oui, c'est ça. Attendez, je regarde les faits. Donc, ils étaient 2. Ils ont acheté ensemble un billet de loto. Le premier ayant versé 70 francs, environ 11 €, et le second 42 francs, environ 6 €. Le billet étant gagnant, ils auraient en principe dû se partager les bénéfices proportionnellement à leur participation respective. Cependant, le gars qui avait mis 70 balles, je crois, il a voulu tout garder pour lui. Et c'est l'autre qui l'a demandé de récupérer son fric. Voilà, ils étaient que 2. Oh, l'anecdote de lancer de nain, je l'ai raconté 1000 fois. C'est le préféré des bébés juristes, ça. Là, si t'es en POV, tu es en 2e année de droit. C'est ton Noël, là, et t'es en mode...
Connaissez-vous Morsan-sur-Orge? Let's go. La classique. Mais ouais, je me souviens de ce ticket de loterie, ouais. Pour le coup. Je l'ai vu en option droit au lycée. Putain, mais vous êtes jeune pour avoir une option droit au lycée, non? J'ai pas compris, parce que c'est le nom de l'arrêt. C'est... Oh putain. Trop la flemme, c'est trop long à expliquer en plus. Très rapidement, il y a des arrêts qui sont très connus quand t'es en droit, parce que c'est des arrêts qui sont un peu rigolos. Et l'arrêt du lancer de nain, c'est sûrement l'un des arrêts préférés des étudiants en droit et des profs, parce qu'ils savent que les profs, quand ils racontent pour la première fois cette anecdote, ils savent qu'ils vont capter leur auditoire et qu'il y aura plus de têtes levées par rapport à d'habitude. Bref, l'arrêt de Morsan-sur-Orge, c'est un arrêt du Conseil d'État, donc la plus haute juridiction administrative, qui a dû statuer sur le fait que est-il moral ou non de lancer un nain. Et quand vous dites comment ça, lancer un nain, c'est littéralement du lancer de nain, un nain qui se mettait dans un canon dans lequel les gens se font jeter, quoi, comme dans les dessins animés, vraiment, je sais pas comment vous dire autrement. Et c'était un gars qui était donc nain, atteint de nanisme donc, qui faisait ça dans une boîte de nuit en tant qu'animation. En tant qu'animation dans la boîte de nuit, il y avait ce lancer de nain et le nain était genre, c'était la star du quartier, tu vois, c'était la star de la ville, de Morsan-sur-Orge donc. Et le maire, il a dit frère, c'est pas possible là, c'est quand même une atteinte à la dignité humaine, donc je vais faire en sorte d'interdire ce spectacle-là. Le nain, je précise, pardon, j'ai pas précisé, le nain était consentant et il était rémunéré pour ça. C'était son métier, c'était d'être lancé en boîte de nuit, quoi. Et donc le maire s'est opposé à ça et s'en est suivi un très long combat judiciaire duquel il est ressorti que non, on ne peut pas lancer un nain même s'il est consentant. Voilà. Mais en fait, cet arrêt est beaucoup plus complexe que ça parce qu'en fait, il s'interroge sur qu'est-ce qui est considéré comme une atteinte à la dignité humaine, y compris quand la personne est consentante. Et en fait, il y a un côté... Pour ça, je ne veux pas en parler trop longtemps parce que c'est un truc qui est vraiment très philosophique dans le sens où c'est plus... En fait, si on ouvre la possibilité de la dignité humaine, qu'est-ce qu'on fait rentrer dedans et qu'est-ce qu'on fait pas rentrer dedans? Et c'est vachement soumis à interprétation. Et dans quelle mesure on pourrait pas se dire, bah tiens, faire telle activité, c'est une atteinte à la dignité humaine, donc on l'interdit, par exemple. En fait, ça ouvre une brèche où, suivant l'inclinaison d'un gouvernement ou d'un juge, etc. et tout, ça pourrait faire rentrer des choses un peu cheloues dedans, en fait. Voilà. Soumis va. Voilà. Voilà pour l'arrêt de Morsan-sur-Orge, qui est l'un des arrêts les plus connus en droit, l'arrêt du lancer de nain. Donc, en fait, ce qui est très bien avec cet arrêt d'ailleurs, c'est que les faits de base sont rigolos, mais les questions que ça pose derrière sont beaucoup plus profondes en réalité. C'est pas juste un arrêt qui parle du lancer de nain, ça va plus loin que ça. C'est aussi pour ça qu'il est intéressant. Et c'est aussi pour ça que les étudiants l'aiment bien. Il a un côté très philosophique aussi également, en fait. Merci beaucoup Winrist, merci beaucoup pour le 36e mois de sub, merci beaucoup pour les 3 ans, c'est gentil, merci beaucoup. Et merci pour le gentil message qui l'accompagne. Heureusement que tu as dit que tu la ferais courte. Franchement, je ne peux pas résumer l'arrêt Morsan-sur-Orge de façon plus courte que ce que je viens de faire. Franchement, je trouve que plus je le raconte et plus je suis synthétique. Si je peux me permettre. Mes confrères juristes confirmeront que franchement, j'ai été très très concise. Sachant qu'en plus, c'est moi qui explique. Non, j'ai d'autant été plus concise, quoi. J'ai fait un peu de droit dans mes études et je connais cet arrêté. C'est pas un arrêté, c'est un arrêt. C'est la même chose. Mais j'ai toujours imaginé que le nain était lancé à la main par quelque chose de grand et fort. Non, je crois que c'est dans un canon, il me semble. Morsan-sur-Orge, jurisprudence... Non, il me semble bien que c'était dans un canon.
Faut quand même être costaud pour lancer quelqu'un. Je sais pas, oui, oui. Chaque prof de droit administratif a sa version sur comment il était lancé. Mais oui, je me suis jamais interrogée sur comment est-ce qu'il était lancé, en fait. Le maire a interdit le spectacle de lancer de nains prévu le 25 octobre 91 à la discothèque de l'Embassy Club. Il n'est pas dit comment le nain était lancé, en fait. Considérons que l'attraction de lancer de nain consistant à faire lancer un nain par des spectateurs... Ah non, c'est des gens qui le lancent, en fait. Consistant à faire lancer un nain par des spectateurs conduit à utiliser comme un projectile une personne affectée d'un handicap physique et présentée comme telle. Ah, après, cela dit, c'est peut-être les gens qui tiraient sur le canon. Ouais, on sait pas, en fait, hein, comment il était lancé, ce nain. Bonne année, Florence et Oliver. Bonne année, la pire commune. Mais dites-vous que l'histoire est triste parce que ce nain a perdu son taf et que ça, il dit que ça a ruiné sa vie. Il dit que cet arrêt, il a ruiné sa vie, genre. Non, c'est 95 le kaléidoscope Morsan-sur-Orge. Je vote pour que ce soit à l'aide d'un trébuchet parce que ce serait hilarant. On connaît son nom. Oh, bah, si je tape le nain de Morsan-sur-Orge, j'avais trouvé... J'avais trouvé son nom, il avait fait une interview et tout. Comment s'appelait cette personne? Le Conseil d'État et la Commission européenne des droits de l'homme a jugé que l'interdiction... non, c'est le Comité des droits de l'homme et des Nations Unies à Genève qui a jugé que l'interdiction du lancer de nains est fondée sur des critères objectifs et raisonnables. Formule est drôle. Bon, on va pousser des pièces aussi au bout d'un moment ou pas? Oh, attendez, excusez-moi. Regardez-moi ça. Il est trop mignon, j'en peux plus comme il est trop mignon. Mais alors sachez que cette petite chose... Sachez que cette petite chose a paniqué au moment du décompte. Hier. Quand on a fait... 5, 4, 3, 2, 1, bonne année. Oliver a paniqué de fou. Petit bébé. C'était vraiment le angle panique, exactement les mots. Pitchoun. Oula. Ah. Oula, gros soupir. Dans les feux d'artifice, il les a pas trop entendus, je crois. En fait, avec le... Je pense que nos voix plus la musique, ça devait couvrir. Et j'en ai pas entendu tant que ça, des feux d'artifice, en vrai. Ouais, il boude parce que j'ai raconté cette anecdote. Bon, on pousse les pièces. Merci Kafalis pour le 34e mois de sub. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Dricou pour le 20e mois de sub. Merci Fidget pour le 43e mois. Merci Rainbow pour le 39e mois. Ah, j'ai oublié de vous le dire hier. Je le dis tout le temps, mais si vous avez des animaux qui sont un peu stressés par les feux d'artifice... Il faut les squish. C'est-à-dire que vous les pétrissez un peu. En fait, il faut appuyer. Ça marche hyper bien sur Oliver qui est vachement anxieux. Où en gros, je le prends et je le malaxe un peu fermement, mais doucement quand même. Et en fait, ça a tendance à l'apaiser. Et ça marche très bien quand t'as des feux d'artifice. Genre le 14 juillet, pour lui, c'est très stressant, notamment, par exemple. Et du coup, je le malaxe comme une petite pâte à pain.
Et ça l'apaise de fou. Et c'est un conseil que j'avais vu d'un vétérinaire. Voilà. Squish Vat Cat. Mais veto là. Merci beaucoup. Ibouton de Rose, merci beaucoup pour le Prime, bienvenue dans la communauté. Merci Bob du Grand 8 pour le 14e mois de Prime. Fidget pour le 43e mois. Cafalis pour le 34e mois. Dricou pour le 20e mois de sub. Damsr pour le 38e mois. Merci beaucoup. Merci Rainbow pour le 39e mois. John pour le 31e mois. Winrist du coup pour le 36e mois. Merci beaucoup. Merci Evans pour le 18e mois. Eltarine, merci beaucoup pour le 26e mois. Et je crois qu'après j'étais à jour. Merci beaucoup. Fonctionne aussi pour les humains, pratique communément appelée câlin. Mais en fait, le câlin est réconfortant parce que le fait d'exercer des pressions sur le corps va provoquer... Alors, je sais pas, ça doit être une histoire d'afflux sanguin, je ne sais quoi et tout, mais provoque de l'endorphine. En fait, il y a l'aspect émotionnel, bien sûr, de quelqu'un que vous aimez, qui vous fait un câlin, évidemment, mais le fait il me semble qu'il y a des... Il me semble qu'il y a des personnes qui sont autistes qui utilisent ce procédé-là d'auto-câlin, de fait de compression qui est assez rassurant. Et c'est pour ça que les couettes lestées marchent bien aussi. Ça fait une sensation aussi de câlin un petit peu et c'est un côté très apaisant. Voilà. Les couettes lestées, j'en ai eu une grâce à mon partenariat Emma que j'avais fait l'année dernière là et c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. Donc ça marche aussi, ça marche si vous le faites de vous-même à vous-même aussi. C'est un côté rassurant. Moi, j'ai juste une couette lourde et je confirme. Bah, c'est un peu la même chose, hein. La couette lourde, c'est techniquement une couette lestée, hein. Donc, pressez-vous, quoi. Dirais-tu que les couettes lestées, c'est addictif? Moi, j'arrive pas à rester très longtemps sous une couette lestée. Au bout d'un moment, je me sens un peu oppressée. Donc non. Genre, je dormirai pas avec. Et je crois que c'est pas conseillé même de dormir avec une couette lestée. Pour ça qu'on emmitoufle les nourrissons. Ouais, pour faire la boucle sur le sujet du début, là où on parlait de bébé, c'est pour ça qu'on emmitoufle effectivement les nourrissons. Tout à fait. Et est-ce que c'est cher? Oui, c'est un petit budget. Alors après, cela dit, moi, je voulais changer de couette. Ma vie est passionnante, hein. Je voulais changer de couette et j'ai regardé le prix des couettes, genre pas Ikea. Et j'ai vu une couette pour la taille de mon lit qui faisait genre 500 balles. J'étais en mode... Il n'y a pas un monde dans lequel je mets 500 € dans une couette, c'est hors de question. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle était... C'était du duvet de canard, etc. et tout. Donc, hors de question que j'achète ça. C'est mort. Mais du coup, ça m'a fait me dire, mais combien ça coûte vraiment une couette synthétique, genre sans plumes, doigts de canard ou que sais-je, qui est pas Ikea. Genre, en fait, j'ai envie d'acheter les grosses couettes qui font vraiment genre... Quand t'appuies dessus, mais j'ai l'impression que synthétique, ça marche pas aussi bien que les plumes, quoi. Mais j'ai pas envie d'avoir une couette en plumes, pour des raisons éthiques et d'allergie. En ce moment, c'est le mois blanc et beaucoup de choses en rapport avec la literie sont en promotion. Mais c'est bien pour ça que je veux acheter une couette maintenant. C'est parce que c'est le blanc, quoi. Moi, je sais très bien que c'est le blanc. Je me souviens très bien que quand j'étais petite, il y avait les magasins qui étaient remplis de rayons de jouets et qu'après Noël, t'étais un peu en mode je vais y aller et qu'en fait, à la place, ils vendaient des couettes et que t'étais un peu en mode oh, c'est nul. Avez-vous envie d'emmitoufler? De la brioche, mon avenir, moi-même, Manuel Valls. Vous avez envie d'emmitoufler, Manuel Valls? Non, moi, vraiment pas, hein. Moi, j'ai une double couette, elle se déclipse, comme ça, j'ai une légère, une moyenne, et quand je mets les deux, une très chaude. Bah, moi, j'ai ça, c'est une couette Ikea, justement. D'ailleurs, vraie question. À quelle fréquence lavez-vous vos couettes? Pas les housses de couettes, les couettes. Et genre, faut-il forcément l'amener chez un pressing? Parce que je me sens pas trop de la mettre dans une machine à laver. Jamais? Bah, en vrai, je comprends. Et en fait, je me suis fait la réflexion que ce serait peut-être bien de la laver, quoi. Comment ça, à quelle fréquence? Bah justement, je demande, mais le fait que vous me dites jamais, ça m'a un peu rassurée, j'avoue.
Les draps, c'est pas pareil. Les draps, c'est pas pareil. C'est un enfer à laver et souvent ça sèche mal. C'est pour ça que je me dis que je vais l'emmener dans un pressing. Bref, voilà. Donc, pardon. En fait, c'est... Dans mes thématiques de daronne, c'est le mois du blanc. Je me dis j'ai envie d'acheter de nouveaux draps. Je vais acheter une couette. Je vous pose des questions triviales. On joue au pouce-pouce, pouce-pièce, là? Selon cette logique, faudrait laver le matelas aussi, non? Bah, le matelas, c'est pas pareil parce que le matelas, normalement, vous avez une alaise qui est censée protéger le matelas. Donc, l'alaise, tu la laves régulièrement. Et bon, t'as et tes draps et l'alaise. Le matelas, il est quand même relativement protégé, quoi. Mais t'as pas une alaise sur la couette. T'as la housse de couette, mais c'est tout. Directement, après, c'est la couette, quoi. Bref, une histoire de dingue. Un débat absolument de tous les diables, quoi. Le matelas, tu peux passer au nettoyeur vapeur. Arrêtez! C'est un truc que j'ai trop envie d'acheter en 2025, c'est une shampouineuse. Mais qu'est-ce que... Mais ma vie, quoi. Ma vie pue la merde. Qu'est-ce que j'ai envie d'acheter en 2025? Un nouvel aspirateur et une shampouineuse, quoi. Oh non, c'est bon, Vaporetto. Mais non, je l'ai déjà, le Vaporetto. J'adore cet objet. C'est... Oh là là. C'est... Oh putain, vous voulez que je vous donne Oh, l'un des meilleurs achats que j'ai fait de ma vie. Et c'est pas hyper cher. C'est un balai vapeur, les gars. Ce genre de truc-là, je vous jure, ça coûte quoi? Ça coûte peut-être une centaine d'euros ou un truc comme ça. Nettoyeur vapeur, c'est genre... Passer la serpillière n'est plus chiant. Alors ça remplace... Je trouve que ça remplace pas à 100% la serpillière, mais ça évite de la... Enfin, tu peux la passer plus facilement. C'est trop bien. Je vous jure, je suis pas sponsor. J'adorerais être sponsor par un nettoyeur vapeur Vaporetto, mes couilles, là. Mais je vous jure, c'est l'un des meilleurs achats que j'ai fait de ma vie. C'est vraiment... C'est trop bien. Mais du coup, maintenant, la prochaine étape, c'est la shampouineuse, quoi. Avec des poils, c'est ok. Bah, de toute façon, quand vous passez la serpillière ou un truc comme ça, vous allez forcément passer l'aspirateur avant. Quand on lave le sol, on l'a toujours aspiré au préalable. Donc... Par contre, je le ferai pas sur une moquette, j'avoue. Après, j'ai pas de moquette. J'avoue que le nettoyeur vapeur, là, c'est sur un tapis ou une moquette ou je sais pas quoi. J'avoue que moi, j'ai du carrelage partout chez moi et que je ne passe pas ce truc-là sur mes tapis. Mais du coup, mes tapis, il me faudrait une shampouineuse, quoi. C'est nécessaire, c'est nécessaire. Allez, les pièces. Les pièces. En 2025, j'arrête les addictions, j'ai dit. Donc on va jouer au jeu des pièces.